Bien, écoutez, bonsoir. Je pense que ça y est, nous allons pouvoir démarrer. Donc, cette webconférence sur l'activité physique et dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde. Et je remercie, mais je reviendrai dessus, bien entendu, la participation du professeur Clément Ratti, qui est essentielle pour cette webconférence. On va passer à la diapo suivante. Ludivine. Voilà. Alors tout d'abord, comme d'habitude, on va vérifier la partie technique. Donc n'hésitez pas à... Alors si toutefois il y avait un souci, vous pouvez avoir la possibilité de regarder la webconférence en replay. Et le problème pourrait venir éventuellement de l'aspect Google, quoi, voilà, pour vous connecter. Mais en règle générale, il n'y a pas de souci. Si toutefois il y avait problème, vous avez la possibilité de revoir cette webconférence, que d'ailleurs toutes les autres webconférences en replay. Alors, au niveau des intervenants de ce soir, de l'hôpital de Besançon, moi-même Gérard Thibault, vice-président de l'association Andar, et puis nous avons dans les coulisses Ludivine, qui est responsable digital au niveau de l'association Andar et qui s'occupe de toute la partie technique de la webconférence. Nous poursuivons. Alors, je vais aborder, comme d'habitude, l'ensemble assez rapidement, parce que le programme est chargé ce soir, les quelques actualités au niveau de l'Andar. Alors, tout d'abord, nous venons de terminer la formation MOOC sur la polyarthrite rhumatoïde. MOOC, c'est la session donc, avec des tuteurs. Nous avons de nombreux participants. Donc, cette formation qui a duré 7 semaines vient de se terminer. Et maintenant, vous avez la possibilité, bien entendu, de rejoindre la formation e-learning qui est ouverte toute l'année de façon gratuite. Et vous pouvez donc enclencher ce plan de formation. Vous retrouverez le MOOC au moment de la rentrée au mois de septembre. Le calendrier 2019, je vais assez vite parce que voilà, les mois passent, on l'a déjà vu plusieurs fois. C'est intéressant quand même parce que ce calendrier, en fait, l'objectif est de mettre sur chaque page un professionnel de santé et un patient. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que derrière ces deux personnages, entre guillemets, eh bien, se cache avant tout un être humain. Et d'où l'importance, à la finalité, lors de nos consultations, lors de nos échanges, de bien échanger de façon à avoir un échange extrêmement performant. Nous poursuivons les actualités. Vient de se terminer le congrès ELAR. J'attends la diapo pour être en harmonie. Voilà. Donc, l'équipe Andar était au nombre de 4. Ils viennent de rentrer du formidable congrès ELAR qui s'est déroulé. Alors, congrès ELAR, c'est le congrès, en fait, des rhumatologues au niveau européen. Et chaque année, c'est une nouvelle ville d'un pays sur lequel se déroule donc ce congrès. Le congrès donc 2019 a eu lieu à Madrid et c'est l'occasion pour l'Andar de rencontrer vraiment une multitude de professionnels de santé du monde entier, voire de l'Europe. Et vous aurez la chance de voir différentes vidéos qui ont été tournées avec des Français, que vous pourrez voir également en replay, ces vidéos, accessibles sur les différents liens sociaux, Facebook, YouTube et Twitter. Pensez aussi à la possibilité de vous inscrire gratuitement sur la newsletter où vous aurez un maximum d'informations sur ce retour du congrès. Alors là va arriver une superbe information, j'accélère quand même. On ne pouvait pas passer sous silence, voilà, au bout des 35 ans de l'Andar, il était temps d'apporter un changement de look au niveau de notre association. Ce changement, tout de suite, vous voyez un côté dynamique, un côté coloré, un côté enthousiaste, et tout ça, ce sont les valeurs, je dirais, de l'association Andar. Sur ce logo, alors en fonction de, entre guillemets, des cerveaux, vous allez voir soit une main avec les 5 doigts, mais il y a également une subtilité, c'est qu'il y a également des petits personnages que vous pouvez découvrir aussi au travers de la main. Donc double fonction, la main de la polyarthrite, il y a des petits personnages
qui créent leur dynamisme et leur envolée. Alors, au niveau de la communication, mais il n'y a pas de changement particulier. Vous envoyez des questions par le chat et après, il y aura une possibilité de synthèse et les questions seront posées au professeur Clément Paty. Voilà, écoutez, on va bientôt attaquer. Cher professeur, moi, un grand merci quand même pour votre disponibilité, parce que je sais quand même c'est du travail supplémentaire qu'on vous a demandé, du travail supplémentaire pour aborder donc cette web conférence sur l'activité physique. Ça devenait un sujet brûlant parce que le mois dernier, nous avions une web conférence qui était animée par le professeur Berthold, que vous connaissez bien entendu de Limoges, et le thème était la fatigue. Et durant cette web conférence, bien entendu, l'activité physique a été largement abordée. Je cesse de parler, je vous laisse la parole, je vous dis à tout à l'heure avec la remontée des questions des participants. Merci beaucoup. Écoutez, c'est parfait, merci à vous pour votre invitation. Donc, je suis le professeur Paty, j'exerce au CHU de Besançon. Et donc, on m'a demandé de vous parler, vous qui êtes déjà nombreux, je vois ça, je suis le nombre de participants, c'est très très bien, je suis impressionné, de vous parler d'activité physique. Donc, c'est un sujet qui est assez ardu sur le plan scientifique, même si c'est quelque chose finalement d'assez banal, l'activité physique. Donc, on va déjà pas faire grand-chose, hein, je ne vais pas vous parler de la définition de la polyarthrite rhumatoïde, juste pour vous dire que on s'intéresse énormément, et c'est logique, à l'atteinte articulaire qui va provoquer douleur et impotence fonctionnelle. Mais on s'intéresse beaucoup, et notamment à Besançon, sur les atteintes extra-articulaires et notamment cardiovasculaires, puisque quasiment l'exclusivité l'ensemble des études sont d'accord pour dire que lorsqu'on a une polyarthrite rhumatoïde, alors c'est à l'échelon d'un groupe, hein, c'est pas à l'échelon individuel, c'est toujours difficile de parler statistiques à l'échelon individuel, mais à l'échelon d'un groupe, vous avez, lorsqu'on est atteint de polyarthrite rhumatoïde, un surrisque cardiovasculaire, c'est-à-dire qu'il y a plus de risques de faire un infarctus, un accident vasculaire cérébral, que une personne sans polyarthrite rhumatoïde, et ce surrisque serait de même importance que le diabète. Voilà. Après, il faut être très vigilant sur ces données-là. C'est des données, encore une fois, qui sont poulées sur des méta-analyses, etc., sur finalement des analyses qui sont un petit peu anciennes, et on n'a pas encore les résultats finalement de l'effet des nouvelles thérapies qui sont sur le marché, et notamment les biothérapies, qui seraient plutôt favorables sur le plan cardiovasculaire. L'activité physique, elle est définie par l'OMS, hein, donc c'est l'ensemble des mouvements, etc. C'est juste pour dire que quand on parle d'activité physique, ça n'est pas forcément sport et encore moins compétition. On sait définir aussi la sédentarité, et surtout on sait montrer que cette sédentarité est associée là aussi à un surrisque cardiovasculaire. L'OMS définit même de manière assez pointue ce qu'est une activité physique suffisante pour la population générale, et en tout cas cette activité suffisante pour limiter les risques, alors on a parlé cardiovasculaire mais pas que, de diabète, de cancer, et on reviendra sur tout un tas d'effets de l'activité physique lorsqu'elle est pratiquée. Voilà ce que recommande l'OMS, donc c'est 150 minutes par semaine d'activité physique. Un AP, c'est l'abréviation pour le topo pour activité physique, d'endurance, d'intensité modérée, voilà. Alors que disent les textes ? Vous savez peut-être que depuis peu, donc c'est un décret qui est en vigueur depuis 2017, un médecin peut maintenant prescrire une activité physique. Qui va délivrer cette aide à l'activité phisique? Eh bien, vous avez tout un tas de professions, les kinés, les ergothérapeutes, les psychomotriciens et les diplômés APA, d'activité physique adaptée. Le petit problème pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas eu de prévision pour
qui va payer, qui va rembourser cette activité physique. La Sécu, pour l'instant, non, à ma connaissance. Certaines mutuelles ont décidé d'accompagner ce projet et donc remboursent une partie des séances d'activité physique. Et puis certaines collectivités, par exemple à Besançon, je sais que l'Andar est partenaire pour un petit groupe qui s'est monté depuis 1 an. Et les collectivités locales participent à l'effort financier pour permettre à un certain nombre de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde de bénéficier avec un prof-APA d'activité physique adaptée. Autre texte, vous allez voir que les sociétés savantes de rhumatologie s'intéressent à l'activité physique et recommandent, conseillent. Alors ça reste très prudent, c'est-à-dire que ça intervient pour l'instant dans des recommandations un petit peu générales d'intervention non pharmacologique comme eh bien, il ne faut pas fumer, il faut faire de l'exercice, etc. On a la même chose au niveau de l'actualisation des recommandations de la Société française de rhumatologie où on conseille une activité physique régulière. Voilà, c'est très bien de le mettre dans les recommandations. Pour l'instant, ça reste un petit peu juste en termes de précision sur des modalités, sur des protocoles un petit peu plus précis. Alors, l'état des lieux, juste pour vous dire, je ne vais pas vous faire un catalogue d'études. Il y aura des études pour vous, voilà, pour donner des messages un petit peu de ce que la science peut nous donner comme résultat concernant activité physique et polyarthrite rhumatoïde. Pour vous dire que c'est quand même un sujet très complexe, je vous l'ai dit, sur le plan scientifique, puisque il n'y a pas déjà une polyarthrite, mais il y a autant de polyarthrite que de patients atteints de polyarthrite. Et en ce qui concerne l'activité physique, c'est très important. On comprend très bien qu'une polyarthrite débutante, très inflammatoire, ne va pas pouvoir effectuer les mêmes activités physiques qu'une polyarthrite rhumatoïde ancienne, qu'un patient atteint d'une polyarthrite de manière ancienne depuis plus de 30 ans avec des séquelles articulaires, etc. Donc, vous voyez que déjà là, ça pose un problème, c'est que si on veut donner des recommandations, si on veut donner des protocoles, on sait de toute façon qu'il va falloir s'adapter aux patients, et ce qui est tout à fait logique. Et puis ensuite, c'est comment évaluer l'intérêt, l'impact d'une activité physique. L'activité physique, là encore, c'est très très vaste. Il y a des tonnes d'activités physiques possibles. Et comment on mesure cette activité physique dans la vraie vie? Est-ce que c'est des questionnaires? Est-ce que c'est des mesures plus objectives avec des capteurs? Et puis quel exercice, combien de fois, etc. Donc c'est quand même un exercice très difficile. Donc ça modère un petit peu les messages que je vais vous donner, même s'ils vont tous à peu près dans le même sens. Alors, on s'est intéressé localement à l'activité physique chez nos patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et de spondylarthrite ankylosante, et on s'était fixé comme objectif déjà d'établir un constat sur est-ce que nos patients finalement sont moins actifs, c'était un petit peu l'idée de départ, que quelqu'un qui n'a pas d'atteinte articulaire inflammatoire. Donc là, on a utilisé un questionnaire qui est validé, qui est le questionnaire Squash, et effectivement, comparé à un groupe témoin qui était équivalent en âge et en sexe, nos patients pratiquaient moins d'activité physique. Alors, c'est pas encore une fois que du sport, mais c'est toute activité physique. C'est des activités physiques aussi de trajet, de profession, de loisirs, etc. Et puis, si on compare avec notre groupe spondylarthrite, c'est bien là aussi, on a moins en quantité, moins d'activité physique, mais là, le groupe n'est plus comparable puisque c'est des gens qui étaient en moyenne plus jeunes. Et cette diminution de l'activité physique chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde a été montrée de manière assez homogène dans les études. Alors après, si on regarde un petit peu les freins à cette activité physique, pourquoi finalement vous, patients atteints de polyarthrite, vous êtes moins actifs globalement? Ah bien, là, on va enfoncer un petit peu des portes ouvertes. Hein. Effectivement, c'est très lié à l'activité de la maladie. Donc, en général, l'activité de la maladie, elle est mesurée par le DAS28. Et il y a beaucoup d'études qui montrent que, alors là, c'était évolué dans le temps, mais en gros, si on regarde, si on morcelle un petit peu des groupes de polyarthrite en des patients qui ont une faible activité, c'est le petit diagramme hachuré, activité moyenne ou activité haute, eh bien, le pourcentage de patients remplissant les recommandations OMS dont on a parlé au départ est beaucoup plus important quand on a une faible activité que quand on a une forte activité, ce qui semble tout à fait logique. Mais bon, voilà, c'est
première pièce. Donc je vais vous faire travailler un petit peu. Vous allez participer à ce sondage. Donc, je pense que vous savez comment vous faites. Voilà, vous pouvez. Donc c'est une seule réponse hein, par participant. Alors il y avait 2 sondages. Vous avez participé aux 2. Bon, très bien. Donc là c'était le premier. C'est avez-vous peur que l'exercice physique vous déclenche une poussée ou des douleurs articulaires? Donc c'est quand même d'accord qui l'emporte. Donc ce que vous décrivez là. Donc je ne sais pas si donc tout le monde a participé. Il y a peu de participants. Vous pouvez peut-être y aller. Ça bouge plus. Bon, c'est pas grave. Je ne sais pas si ça se modifie. Bon, c'est pas grave. Donc, en gros, ce que je décrivais par cette question, c'est ce qu'on appelle la kinésiophobie. Et la kinésiophobie, finalement, c'est la peur lorsqu'on est malade, la peur que le mouvement ou l'activité physique aggrave notre maladie ou déclenche des poussées. Et donc, sur la petite étude qu'on avait présentée en oral à la SFR l'année dernière, la kinésiophobie était tout à fait présente chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et était très liée à l'activité de la maladie, mais aussi au retentissement fonctionnel. Et cette kinésiophobie était responsable, entre autres, avec l'activité de la maladie, de la diminution de l'activité physique chez nos patients. Autre frein, les poussées. Alors, ça va un petit peu avec la maladie, mais pas que, parce que vous savez que quand vous voyez un rhumatologue en consultation, c'est tous les 3-6 mois, eh bien, il peut vous examiner et vous pouvez avoir un DAS28 tout à fait normal, mais vous lui dites, bah oui, mais là, je vais bien aujourd'hui, mais depuis la dernière consultation, j'ai eu 4-5 poussées. Et donc, ça, c'est très, très important à prendre en compte. Et évidemment, le fait d'avoir des poussées régulières va diminuer aussi votre activité physique globale. Ça, c'est une étude aussi un petit peu intéressante. Alors, c'est un petit peu petit, mais on n'est plus sur l'activité, on est sur le retentissement fonctionnel. Donc, en général, on mesure avec le HAQ. Je ne sais pas si votre rhumatologue vous a déjà fait remplir ce genre de questionnaire. C'est savoir si vous avez des difficultés pour faire des gestes divers de la vie quotidienne. Et là encore, on va comparer 2 groupes de polyarthrite, ceux qui ont un retentissement fonctionnel faible, c'était en noir, et puis ceux qui ont un retentissement fonctionnel important en blanc, et puis on va regarder là encore le pourcentage de patients qui atteint des recommandations OMS, et bien sûr ceux qui ont le moindre retentissement fonctionnel vont être plus actifs que les autres. Et l'autre avantage de cette étude, l'autre intérêt, c'est que vous voyez qu'en fonction du pays, l'activité physique, que l'on ait un retentissement fonctionnel important ou pas, va varier selon le pays. Et qu'en France, on est un pays où les patients atteints de polyarthrite dans cette étude avaient moins d'activité physique, quel que soit le retentissement fonctionnel par rapport à d'autres pays, notamment scandinaves. Donc les autres freins, et on essaie d'y remédier un petit peu ce soir, c'est le manque d'éducation et d'information sur le rôle de l'activité physique dans la polyarthrite rhumatoïde. Manque de motivation, c'était mon deuxième sondage. On va voir un petit peu les résultats, mais vous les avez vous. Donc ça, c'était lié aux patients, mais lié aux praticiens, hein, parce qu'il faut savoir que on est peu formés, nous rhumatologues, sur les bienfaits de l'activité physique. Ça fait pas partie de notre cursus. Et puis le manque de recommandations. Je vous ai montré ce qui existait au niveau de l'EULAR, donc les recommandations européennes, au niveau français. C'est cité, c'est très bien, mais ça manque cruellement de précision sur les modalités en fonction du type ou tel type d'atteinte. Donc ça, c'était le deuxième sondage. Donc, quel est selon vous le facteur principal? Donc, une seule réponse limitant votre activité physique. Et on avait la fatigue, donc ça colle tout à fait avec ce que vous aviez eu comme topo il n'y a pas si longtemps que ça. Et le retentissement fonctionnel plus que l'activité de la maladie. D'accord, ok. La fatigue, oui. Alors, on va voir un petit peu après, on va revenir sur la fatigue. Alors, les effets de l'activité physique. Une des premières questions qu'on s'est posée quand on a voulu mettre l'activité physique, faire des études, hein, on a des études en cours, on a des études qui sont terminées sur l'activité physique. Notre premier but, c'était de se dire, bon voilà, l'activité physique est connue pour améliorer le plan cardiovasculaire.
la polyarthrite rhumatoïde est à risque, donc on va proposer des protocoles optimisés pour améliorer le cardiovasculaire. Et tout de suite, la question qui s'est posée, mais est-ce que si on fait faire du vélo d'appartement, de la marche rapide à des patients, est-ce que au final, on ne va pas déclencher des poussées ou aggraver des états articulaires? Et donc là, c'est une méta-analyse. Donc encore une fois, on va grouper des données poolées d'études et on va regarder finalement. Alors effectivement, c'est un peu petit. En gros, sur le plan fonctionnel et sur le plan douleur, eh bien, l'activité physique ne va pas aggraver, mais plutôt améliorer les choses. Et donc, toutes les études, ça correspond à des petits points noirs, là. Et si c'est à gauche, c'est plutôt en faveur de l'activité physique. Si c'est à droite, ça veut dire que l'activité physique est délétère sur la fonction, sur l'atteinte articulaire. Et puis, je crois qu'il y avait un test de marche sur l'étude. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que, globalement, l'activité physique est bénéfique sur le plan articulaire. Je ne vais pas vous faire les études une à une. Ça, c'est les données résumées. Il y a très peu de données quand même sur l'atteinte structurale, c'est-à-dire, vous savez que ce qui nous intéresse beaucoup et ce qui nous motive pour modifier les traitements, c'est l'atteinte structurale, c'est-à-dire est-ce que votre polyarthrite progresse au niveau des érosions au niveau articulaire. Donc ça, c'est pas toutes les polyarthrites, mais certaines polyarthrites vont progresser. Donc bien sûr, on a des magnifiques traitements qui vont stopper la progression. Il semblerait, mais c'est encore une fois là, il faut être très prudent parce qu'il y a très peu de données, que sur les petites articulations, l'activité physique tendrait à diminuer cette progression structurale. Et il y a une étude qui aurait montré quand même qu'il y aurait possibilité d'une aggravation sur les grosses articulations. Donc ça demande à être confirmé. J'avoue que je n'ai pas regardé l'étude en particulier pour savoir quel type d'exercice avait été utilisé dans cette étude et quelle articulation. Mais pour dire que tous les warnings ne sont pas forcément ouverts et qu'il y a des petites choses encore à améliorer. Sur la qualité de vie, eh bien, le fait de mettre des patients dans un programme d'activité physique encadré, on va avoir une meilleure qualité de vie, meilleure qualité de sommeil et on va diminuer la fatigue. Donc ça, c'est important, puisque vous m'avez répondu sur le sondage à 48% que votre frein principal pour faire de l'activité physique, c'était de la fatigue. Et moi, je vous dis que plusieurs études, là pour le coup, il y a plusieurs données qui vont dans le même sens, que faire d'activité physique va améliorer cette sensation de fatigue. Donc ça, c'est un message qui est intéressant. Je reviens sur le cardiovasculaire parce que c'était l'introduction de mon topo et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et oui, alors ça aussi, on aurait pu l'imaginer puisque on sait très bien, c'est connu que l'activité physique dans la population générale, sans forcément de maladie chronique, va améliorer l'activité cardiaque, mais à beaucoup de niveaux. Eh bien, on retrouve les mêmes effets dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Il fallait le montrer, mais là aussi, il n'y a pas de warning néfaste de je fais une activité physique chez un patient qui est déjà un petit peu fragile peut-être au niveau vasculaire. Eh bien non, on va améliorer et sur tout un tas de paramètres. La dysfonction endothéliale, donc ça c'est vraiment des choses très basiques sur la fonction du vaisseau. Et puis l'amélioration du système nerveux qui va gérer le cœur. Donc à tous les niveaux, on va avoir une amélioration. Et je vous disais aussi que les biothérapies, notamment les anti-TNF, étaient plutôt favorables sur le plan cardiovasculaire. Là, on a beaucoup de données. Alors, ça reste encore des données sur le plan fondamental, c'est-à-dire que les anti-TNF, globalement, ils améliorent la fonction du vaisseau, ils améliorent la souplesse du vaisseau, la fonction cardiaque. On n'a pas encore trop de données, puisqu'il faut un temps forcément de recul sur est-ce que les anti-TNF ou les biothérapies en général diminuent le nombre le surrisque d'infarctus, d'AVC, etc. Ça commence à venir, mais voilà, c'est logique puisqu'il faut un temps quand même d'analyse pour ça. Eh bien, l'activité physique ferait aussi bien que les anti-TNF sur l'activité cardiovasculaire. Donc ça, c'est une bonne chose. Et là, c'est une diapo pour vous dire que l'activité physique, c'est magique. Ça ne marche pas que sur les articulations, que sur le cardiovasculaire, mais ça marche sur beaucoup de choses. On améliore
l'indice de masse corporelle, les fonctions cognitives, le risque de chute, la capacité respiratoire. Je ne vais pas vous les citer, mais lorsque l'activité physique, au départ, est encadrée par des professionnels qui vont adapter, je pense que c'est peut-être le mot principal de ce topo, il faut que cette activité physique elle soit adaptée à chacun et par un professionnel si possible. Je vous parlais des rhumatologues. Honnêtement, nous ne sommes pas formés pour vous dire autre chose que la marche c'est bien, que voilà. Il y a des professionnels qui vont pouvoir faire un bilan de vos compétences et vont pouvoir vous proposer des types d'exercices avec des fréquences, des intensités, et ça c'est tout à fait intéressant. Et lorsque nous avons fait localement nos études avec une étudiante brésilienne qui s'appelait Danielle Pérez et qui était formée à ça, et donc elle a pu initier et travailler avec les APA pour justement trouver, donner des protocoles, des consignes aux profs APA pour vraiment adapter les exercices aux patients et à la maladie. Alors, je prends pas trop le temps en même temps, je sais pas si c'est bien, mais de regarder ce que vous mettez sur le chat. On verra peut-être après, on fera peut-être une synthèse sur les remarques. Hein. J'avoue que j'ai pas encore regardé tout ça. Alors, la question peut-être que vous attendez, et c'est une de mes dernières réponses, c'est quelle activité physique pour quel patient? Je vais résumer ça en une dia qui finalement est la dia des recommandations HS qui ne sont plus d'actualité, qui datent de 2007, mais qui sont plus actives, mais qui est une dia très intéressante. Et qui est mieux finalement que nos recos actuels, puisque on va proposer, on se mouille un petit peu sur les types de sports conseillés en fonction de l'activité de la maladie. Alors là, c'est uniquement en fonction de l'activité. Il manque la fonction, il faudrait croiser tout ça. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de possibilités, mais lorsqu'on a n'importe quel type d'activité, la marche, la course, la natation, et puis d'autres choses, le vélo, tout à fait recommandé, conseillé, puisque ça va favoriser un entretien articulaire et aussi un travail cardio-respiratoire. Chez des patients avec une polyarthrite stable ou faiblement active, on va préconiser une marche rapide, des courses d'endurance, certaines danses. Et puis par contre, lorsque on va avoir des PR très actives ou avec des atteintes sévères des membres inférieurs, on va se limiter, et ce qui est logique, à la marche, avec des activités en tout cas avec faible impact, ou la balnéothérapie. Donc voilà un petit peu, bon, vous allez me dire, bon, il n'y a pas trop de scoop là-dedans, mais je trouve que c'est le message le mieux pour l'instant qu'on ait, puisqu'on arrive quand même à morceler un petit peu les différents types de polyarthrite. C'est pas encore parfait, je vous l'accorde. Il y a d'autres choses qui sont testées. Alors, on trouve un petit peu de tout dans la littérature, mais pas encore assez de poids scientifique pour pouvoir les recommander. Mais le yoga, le tai chi, certaines danses sont tout à fait adaptées, ont des résultats tout à fait intéressants dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc voilà, il commence à y avoir des données et on s'y intéresse. Et puis après, autre que l'activité physique, il y a tout un tas d'exercices qui peuvent être appris avec le kiné, avec le prof APA, sur des exercices d'étirement, de posture, de renforcement musculaire, de travail d'équilibre. Donc là, on est chez soi, on est dans une pièce et on peut tout à fait imaginer quelques séances avec un prof APA et ensuite faire régulièrement certains exercices qu'on a aimés, qui ne nous ont pas déclenché de douleur, etc., chez soi, de manière régulière. Et ça, les études ont montré que, bien sûr, la maintenance de l'exercice, et non pas faire uniquement 3 mois avec un prof et puis ensuite plus rien, mais le fait d'avoir quelque chose de régulier est là aussi quelque chose de tout à fait important. Alors au boulot, qu'est-ce qu'on doit faire nous rhumatologues? Eh bien, on sait que le fait de travailler la promotion de l'activité physique va augmenter votre niveau d'activité physique. Donc ça, c'est important. Là aussi, on se dit, bah, c'est facile, mais oui, mais il faut que nous, on se bouge un petit peu pour mettre en place des programmes d'éducation thérapeutique sur l'activité physique. Alors, quand je vous dis que les rhumatologues ont encore beaucoup de choses à faire, c'est un peu fait ce que je dis parce que je fais. Ça, c'est une étude marrante que je vous cite parce que elle m'a bien plu.
en gros, et on a regardé les professionnels qui participaient à encourager l'activité physique dans des programmes d'éducation thérapeutique ou d'entretien motivationnel. Et donc là, vous avez 3 types de professionnels. Vous avez les rhumatologues, les infirmières et les kinés. Et quand on faisait passer les questionnaires d'activité physique à ces 3 types de professionnels et qu'on comparait avec les recommandations OMS, bien les rhumatologues, il n'y en avait que 1 sur 2 qui remplissaient les recommandations OMS en termes de quantité d'activité physique, alors que les infirmières et les kinés étaient à 80%. Donc les rhumatologues, je pense que pour avoir un message plus tranchant et plus efficace, eux aussi devraient se mettre à l'activité physique. Donc, comment promouvoir l'activité physique? Bien, il y a la cible du patient avec, comme je le disais, des campagnes d'information. Ce qu'on fait ce soir, j'espère que ça va avoir un impact sur, en tout cas, l'intérêt de l'activité physique. L'action sur les praticiens, puisque, encore une fois, dans notre cursus de rhumatologue, nous ne sommes pas formés aux bienfaits de l'activité physique. Alors, on parle ce soir de la polyarthrite rhumatoïde, mais on a aussi des effets sur l'ostéoporose, et peut-être que certains d'entre vous sont atteints d'ostéoporose. Il faut savoir que on a montré que une activité physique régulière va pouvoir augmenter la masse osseuse et améliorer les chiffres d'ostéodensitométrie et réduire le risque de fracture. Donc, il n'y a pas que la polyarthrite. L'activité physique, quand elle est encadrée, adaptée, ça fonctionne vraiment sur tout. Et puis, il y a l'activité physique. Là encore, je pense que, au moins pour démarrer, une activité supervisée est vraiment très, très importante. Promouvoir la recherche, oui, ça c'est important. Les données sont encore trop hétérogènes pour vraiment sortir des messages qui pourraient se retrouver sur les recommandations de nos sociétés savantes. Voilà, alors pour conclure, et avant de passer à des échanges plus spécifiques, la population PR pour l'instant dans les études est assez sédentaire et on a vu qu'il y avait plusieurs freins à l'activité physique qui sont tout à fait logiques. On a vraiment une place de l'exercice physique, je pense, dans l'atteinte articulaire, mais aussi sur les atteintes extra-articulaires et notamment cardiovasculaires, qui ont fait finalement la gravité de la maladie. Nombreux effets bénéfiques pour peu d'effets secondaires, et ça c'est important, et notamment sur le plan articulaire. Proposer systématiquement l'activité physique adaptée, ça je pense que ça doit être de la part des rhumatologues, et on ne le fait pas encore suffisamment, il faut que ça vienne dans nos pratiques. Et voilà. Donc, je vous remercie d'avoir été attentif à ce topo. Voilà. Écoutez, merci professeur. C'était très clair, très limpide. Comme j'étais plus à l'image, j'en ai profité pour enfiler un short. Donc, soyez convaincus. Cette conférence va avoir un effet totalement positif. Alors, cependant, il y a quand même toute une série de questions là qui sont et il y en a une qui revient assez souvent, mais vous y avez également déjà répondu partiellement. Mais c'est que nos rhumatologues ne nous parlent pas vraiment du sujet de l'activité physique. C'est vraiment, ça passe en second plan. Oui. Et, en fait, et comment on peut recenser dans nos régions des centres ou des associations suffisamment, je veux dire, étoffés, équipés pour nous proposer donc des activités physiques adaptées dans le cadre des polyarthrites rhumatoïdes. C'est une bonne question. Alors c'est vrai que la consultation de rhumato, en général, elle est courte et l'activité physique, faut être honnête, ça n'apparaît pas dans les priorités. Les priorités, c'est comment vous allez, est-ce que vous avez bien toléré votre traitement, etc. C'est pas encore bien fléché. L'activité physique adaptée, c'est APA. Ce sont des formations qui passent en général par STAPS. Et c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas bien fléché. Ils ont plus de relations avec les kinés, voire même avec les médecins traitants qu'avec les rhumatos. Certains centres hospitaliers ont la chance d'avoir des APA dans leur, je dirais pas dans leur service, mais en tout cas dans leur centre hospitalier qui va aller pouvoir avec les kinés faire des exercices dans différents services. Donc ça déjà un premier contact, c'est celui qui est peut-être au centre hospitalier. Après en ville, c'est vrai que c'est plus compliqué. C'est vraiment pour l'instant un métier qui n'est pas bien fléché. Alors vous avez les pages jaunes, mais nous rhumatologues, nous n'avons pas encore de réseau comme on peut l'avoir avec certains kinésithérapeutes, avec même les ergos. Pour l'instant, les APA ne sont pas encore dans les réseaux des rhumatologues. D'accord.
Bon, on va quand même rester optimiste. Reste optimiste puisque le décret est passé, on peut prescrire et dans les professionnels de santé qui correspondent à ce décret, il y a l'APA. Donc c'est quelque chose qui existe et qui va se développer, je pense. Dans votre présentation, il y en a pas mal qui se sont inquiétés un petit peu sur un thème très particulier qu'ils ont peut-être découvert ce soir, que vous avez largement souligné, et d'où l'intérêt de l'activité physique. Et c'est au niveau du risque cardiovasculaire. Oui. Alors, la question a été posée pour savoir si ça existe aussi dans le cadre du PSO, c'est uniquement dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde. Et ce risque cardio, est-ce qu'il est lié directement à la maladie ou au traitement? D'accord. Alors, c'est une très bonne question. Alors, je veux pas affoler, hein, bien sûr, hein, sur le risque cardiovasculaire. C'est quand même quelque chose qu'on retrouve dans toutes les études, mais qui semblerait diminuer avec le temps. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce risque était plus important avant, probablement avec l'avènement des biothérapies et avec le délai diagnostique qui s'est raccourci, avec une prise en charge un peu plus stricte avec le méthotrexate, etc. On a certainement amélioré ce risque-là. Il est lié surtout à l'inflammation systémique chronique. C'est-à-dire qu'on retrouve ce surrisque dans toutes les maladies chroniques. On l'a aussi dans les spondylarthrites ankylosante, le rhumatisme psoriasique. Le psoriasis, je ne veux pas dire n'importe quoi, il me semble que oui, parce que là, on a une inflammation systémique aussi. Le diabète, évidemment, mais c'est quelque chose qui est probablement lié à l'inflammation systémique. Les traitements, c'est une bonne question. Méthotrexate, en tout cas, tous les traitements de fond pour l'instant, c'est feu vert sur le cardiovasculaire, c'est-à-dire plutôt bénéfique. Il y a la question de la corticothérapie, bien sûr. Donc, la cortisone à forte dose ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens de manière continue seraient plutôt néfastes sur le plan cardiovasculaire. Par contre, on ne sait pas encore, mais il serait possible que la cortisone, lorsqu'elle descend sous un seuil qui peut être 7-5 mg, serait plutôt bénéfique par le fait de diminuer l'inflammation systémique. Ça, c'est encore des données qui sont un petit peu légères, mais la cortisone, en tout cas, j'allais dire, au-dessus de 10 mg au long cours, c'est néfaste sur le plan cardiovasculaire. D'accord. Il y avait une question aussi, est-ce que le mouvement par lui-même, en fait, peut diminuer l'inflammation dans une articulation? Est-ce qu'il a un rôle un petit peu, entre guillemets, anti-inflammatoire par le mouvement? Tout à fait. Là, il y a plusieurs études qui vont là-dessus. Hein. Il y a eu des études avec analyse échographique. Alors, je ne dirais pas le mouvement sur une journée. C'est-à-dire que vous avez une synovite et vous allez faire un exercice. L'effet de l'exercice n'est pas aussi instantané, mais on a cet effet-là et on avait regardé ça dans une étude qu'on a fait récemment qui n'est pas encore publiée, mais on fait une échographie, un bilan échographique avec bilan des synovites. On fait un programme d'exercice et ce programme d'exercice en soi, c'est-à-dire pas une journée va diminuer l'inflammation articulaire. Ouais, ça a été montré. Tout à fait. D'accord. Après, au niveau du quantitatif, alors on parle est-ce qu'une activité entre 4000 à 6000 pas par jour, il y a un résultat bénéfique ou il faut quand même aller un peu plus crescendo? Je pourrais pas vous répondre sur le nombre de pas. En termes de nombre de pas, j'ai pas vu passer de choses, du seuil en tout cas à partir de duquel. Tout ce que je peux vous dire, et là je vais pas être très pertinent, mais c'est que 4 à 6 000 pas par jour sera quand même toujours plus bénéfique que 0. Est-ce que c'est par contre aussi bien que 10 000? Je peux pas répondre à la question, mais je pense que même à 4 000, 6 000 pas, on fait beaucoup de bien. Si c'est pas forcément flagrant sur l'articulation, ça sera sur autre chose, et notamment sur le plan cardiovasculaire. Après, je pense qu'il y a peut-être quand même des applications sur les smartphones, tout ça, qui peuvent nous orienter sur le bon quantitatif. Je pense que ça peut être une... Maintenant, il y a pas mal d'outils, effectivement. Encore faut-il être pratiquer ce type d'application sur les smartphones, mais effectivement, ou les montres connectées, c'est des choses qui se développent. Il y a des choses qui sont en place avec les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde pour savoir si c'est intéressant, mais je pense qu'effectivement, ça c'est pour un certain type de patients qui sont tout à fait réceptifs à ça, c'est tout à fait intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de patients qui seraient désireux de rejoindre des groupes, encadrés. Mais par contre, il y a toujours la crainte de ne pas pouvoir en fait suivre le rythme du groupe et d'être gêné. Donc, on n'ose pas trop en fait rejoindre des groupes.
D'où l'importance, et je pense que c'est ma vision dans les 5 ans à venir, c'est qu'on crée des réseaux rhumato APA, voire kiné en plus, parce que le petit groupe, là, je me suis renseigné un petit peu sur ce qu'il faisait depuis 1 an à Besançon. Donc on a la chance d'avoir eu cette étudiante qui était vraiment impliquée dans l'activité physique polyarthrite en relation avec la prof APA. Et donc c'est des petits groupes de 8-10 personnes, et vraiment les séances sont communes, mais les exercices sont adaptés. C'est-à-dire que pour chaque exercice qui va être demandé, le prof APA va, bien sûr, avec une décision partagée avec le patient, mais vraiment adapter son exercice. C'est-à-dire que chacun va faire l'exercice, mais à son niveau, à son intensité, à sa durée. Et donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et il faut vraiment, si vous jamais vous avez la chance de rencontrer, d'être dans un groupe APA, il faut vraiment ne pas avoir peur de ça. C'est que c'est vraiment adapté. Et encore une fois, ça sera mon maître mot ce soir. Merci, professeur. Tout à l'heure, vous allez parler d'un couple là, sur Besançon qui a investi le bien bouger. Et au passage, je remercie Anne-Sophie, Françoise qui répondent à des questions et qui alimentent bien la discussion. Tout à fait. Une question a été posée par Nelly au niveau de l'activité physique. Est-ce qu'en fait, ça va permettre de fabriquer des substances dans l'organisme qui vont faire qu'on va mieux, en fait, ça va aider ou soulager les douleurs de la polyarthrite? Il y a un effet chimique. Probablement, c'est une très bonne question sur laquelle je ne me suis pas tellement penché. Une webconférence. Comment? On refera une webconférence. Oui, c'est ça, c'est ça. J'avoue que je n'ai pas creusé la question physiopathologique, mais même même dans nos études, hein, c'est vrai qu'on n'a jamais, on dose les marqueurs habituels dans la polyarthrite, donc la CRP. On s'est intéressé à doser les marqueurs de type IL6 et TNF qui sont normalement augmentés dans la polyarthrite. On a montré qu'on arrivait à baisser ça, donc on arrive à baisser les cytokines pro-inflammatoires. Mais je n'ai pas la réponse sur est-ce que l'activité physique va augmenter certaines molécules qui seraient plutôt protectrices. J'ai plutôt la réponse de l'activité physique va diminuer certaines cytokines pro-inflammatoires. Voilà, c'est dans ce sens-là. Ouais. Alors, au passage, une question. Est-ce que les activités Qigong et Pilates sont à classer dans l'activité physique? Tout à fait. Oui. Et j'ai croisé le mot jardinage dans le chat. Tout à fait, ça rentre tout à fait dans l'activité physique. C'est ce que je vous disais en introduction. Activité physique, dans notre tête, un petit peu en général, c'est sport. Hein, c'est ça, c'est marche, vélo, etc. Mais non, hein, effectivement, le qigong, le tai chi, le jardinage, c'est considéré comme de l'activité physique. Tout à fait. C'est bénéfique. D'accord. Il y avait une question aussi, alors c'est quelqu'un qui est sous traitement, alors effectivement il y a certainement encore des choses à régler, mais l'association en fait, du métaux qui est classique avec une biothérapie, et la personne voilà, est confrontée à des vertiges, elle ne peut pas s'engager de façon… Donc c'est peut-être un réglage à faire, à voir avec son rhumatologue. Oui, les vertiges, c'est compliqué, hein. C'est un peu comme la fatigue. La seule façon de savoir d'où ça vient, lorsqu'on n'a pas, bien sûr, à l'examen clinique des anomalies ORL neurologiques, eh bien, c'est de diminuer les posologies d'un traitement, si on peut, voire de l'arrêter, et puis de voir si les vertiges s'atténuent. Si ça ne s'atténue pas, eh bien, on va baisser l'autre traitement, et puis on verra. Donc ça, c'est effectivement, c'est de l'adaptation de traitement pour savoir l'origine des vertiges. À un moment donné, vous avez parlé d'aggravation sur les grosses articulations. Ouais. Ouais. Ça la hanche, mais il y a peut-être autre chose. Genou, c'est les deux articulations qui étaient citées. Donc là encore, je reste prudent sur l'aggravation de l'atteinte structurale. Il faut savoir que là encore, quand on entend atteinte structurale, ça peut faire peur. Il faut savoir que c'est quelque chose qui peut être très très lent. Et donc mettre en place des études pour montrer l'effet positif ou négatif d'une activité physique sur l'atteinte structurale, ça veut dire qu'on est parti sur une étude qui fait au moins 2 ans. Sinon, on n'a pas vraiment d'intérêt, puisque pour qu'il y ait une différence significative, il faut au moins 2 ans, parce que c'est des choses qui sont très très lentes à évoluer. Donc, je suis obligé de la citer parce que c'est la seule étude qui va finalement contre l'exercice physique. Donc, je l'ai cité, je resterai quand même prudent sur les conclusions. Ça mériterait effectivement d'être confirmé ou infirmé, quoi. Il y a Marie-Paul qui pose une question concernant, c'est très tendance, la marche nordique. Est-ce que c'est en adéquation par rapport à nos chevilles, même peut-être les épaules, enfin, je sais pas, les coudes,
Ouais. Alors si on peut, c'est-à-dire si on n'a pas d'atteinte articulaire sévère, épaule, et si le port des bâtons est possible avec là encore l'atteinte des mains, c'est une activité qui est plus complète que la marche simple, puisqu'effectivement on a un travail qui est l'ensemble du corps. Effectivement, c'est très tendance. Et très bénéfique, hein. Ouais, très bénéfique pour la marche nordique. Mais là encore, j'allais dire, là encore, c'est adapté parce que si vous vous dites, ok, je vais me mettre à la marche nordique, mais que après vos sorties, vous mettez 2 jours à vous en remettre parce que votre épaule qui était déjà atteinte vous fait encore plus souffrir, vous savez qu'il va falloir redescendre d'un niveau et passer à la marche simple. Ouais. Alex, il demande effectivement, parce qu'il faut toujours se faire un peu beaucoup violent, je veux dire, quand on a ce genre de pathologie, mais faut-il vraiment passer outre la fatigue? C'est-à-dire, je suis fatigué. Alors moi, j'aurais tendance, mais je vais vous laisser répondre, mais j'aurais tendance à dire oui, parce qu'à un moment donné, on est tous, enfin, on est tous souvent fatigués, on n'arrivera jamais à démarrer. Alors la question, c'est, je vous la laisse, doit-on passer outre la fatigue? Oui, je dirais oui, tout à fait. Je dirais oui parce que l'effet n'est pas instantané et je pense qu'il faut laisser le temps à une activité physique bien conduite pour avoir une action sur la fatigue. Et probablement qu'après, vous serez fatigué, mais ça sera de la bonne fatigue. C'est-à-dire que ça sera de la fatigue qui sera supportable, de la fatigue qui sera normale, qui correspondra finalement à votre activité physique et non pas une fatigue qui sera là comme une chape de plomb permanente dans la journée. Donc je pense qu'il faut, sur la fatigue en tout cas, je suis pas d'accord sur la douleur articulaire, mais sur la fatigue, je dirais oui, on insiste un petit peu. Puis je pense qu'il y a peut-être un point concernant le lien social, c'est-à-dire le fait de rejoindre un groupe. Est-ce que ça ne va pas gommer, enfin, cette fatigue, ou quand on est seul par rapport à sa maladie, ça envahit tout l'espace? Ça, c'est un point qui n'est pas forcément abordé dans les études où on parle d'activité physique, mais je pense, vous avez tout à fait raison, que la notion de groupe est tout à fait bénéfique. Donc là, on va au-delà de l'effet propre de l'activité physique. Mais lorsque l'on voit les résultats des séances d'éducation thérapeutique en groupe, alors c'est pas pour tous les patients, il y en a pour qui ça n'aura pas forcément d'effet, mais je pense que l'effet groupe, si en plus on le couple avec l'activité physique, je pense que là c'est tout à fait intéressant. Alors, pour les polyarthrites qui n'ont peut-être pas été prises suffisamment à temps ou pour lesquels les traitements ne répondent pas, il y a des personnes quand même qui sont équipées de prothèses. On posait la question tout à l'heure concernant des prothèses de genoux. Ouais. Est-ce qu'il est quand même conseillé de faire de la marche ou est-ce qu'il faut même aller en piscine, faire de la natation et abandonner toutes les randos? Non, là-dessus, la marche, il faut bien sûr pas l'éviter, hein, c'est recommandé, hein. Il n'y a pas que de la balnéo lorsqu'on a des prothèses, membres inférieurs notamment, la marche, tout à fait d'accord. Ah, oui. Et je pense pas que les chirurgiens orthopédistes vont m'envoyer des insultes après ce discours. Je suis tout à fait pour inciter les personnes qui ont des prothèses à marcher, bien sûr. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Si on se fait opérer, c'est pour pouvoir fonctionner. C'est pas pour économiser le matériel. Les activités, j'aperçois en eau chaude ou eau froide, est-ce que ça peut déclencher enfin des poussées? Est-ce qu'il y a des études par rapport à l'inconvénient pour l'eau chaude ou pour le froid? Eau chaud, finalement, assez peu testé dans l'activité physique. En tout cas, couplant eau chaud, activité physique. Par contre, eau froide, oui. Et là encore, on a fait un travail local qui montre qu'on a, qu'en couplant l'activité physique plus la balnéo, on améliore l'état. On va amplifier l'effet de l'activité physique avec la cryo, puisqu'on va améliorer les choses. Donc, eau froide, oui. Eau chaude, j'ai pas la réponse. D'accord. Et on va bientôt quand même arrêter la webconférence. Une question d'Anne-Marie qui dit pour en fait solliciter entre guillemets toutes les articulations, il faudrait donc avoir plusieurs activités. Je sais pas, le tir à l'arc, la marche. Moi, je commencerai par une activité bien faite déjà. Pour reprendre confiance en vos articulations, pouvoir mieux gérer votre fatigue, je commencerai par une articulation. La marche nordique, encore une fois, c'est quelque chose qui est très complet. Et si vous arrivez à faire des sorties de groupe avec marche nordique et que ça se passe très bien, ça peut suffire. Et après, ça va peut-être vous donner d'autres idées en vous disant je vais mieux avec ma marche nordique, je vais peut-être essayer tel ou tel sport. Il n'y a rien de contre-indiqué sur le papier. Après, c'est bien sûr à regarder les antécédents, mais je commencerai déjà par faire
bien une articulation. Mais si vous voulez en faire 4 d'un coup, ça me dérange pas. Hein, mais je pense qu'une bien faite, avec des bien encadrée. Alors quand je dis à pas, c'est pas une obligation. Hein. Les clubs de marche nordique, il y a des encadrants qui ne sont pas à pas, qui sont bénévoles, et puis ça se passe très très bien. Donc à pas, je pense que c'est peut-être pour les personnes qui ont vraiment peur de pas y arriver, qui ont vraiment un frein. Peut-être commencer par l'APA, mais on a vu que c'était un peu compliqué d'en trouver. Mais sinon, n'importe quel club a des encadrants, et en général, les encadrants sportifs font très bien l'affaire. D'accord. Alors, une dernière question, parce que vous avez été extrêmement performant, cher professeur, et je pense que beaucoup vont se mettre au sport. Est-ce qu'il y a un risque quand même à démarrer, entre guillemets, à fond, par rapport toujours à cet aspect cardio, quoi? Ou est-ce qu'il faut démarrer quand même lentement, s'y remettre doucement? Oui, oui. Mais ça, ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pas plus pour les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Effectivement, si quelqu'un n'a pas été actif, alors quand je dis pas actif, on est tous actifs, mais quelqu'un qui n'a pas marché depuis longtemps ou qui n'a pas fait de vélo, etc. Bien sûr, il faut recommencer de manière très progressive. Et quand je dis très progressive, ce que je dis aux patients, moi, ça peut être ne serait-ce que 2 fois 10 minutes dans la semaine. Vous voyez, c'est vraiment très très peu pour quelqu'un qui a une désadaptation à l'effort. 2 fois 10 minutes, juste pour reprendre le contact avec l'activité, et prendre confiance en soi, et puis ensuite passer à 2 fois 30 minutes, etc. Donc oui, ça par contre, la reprise progressive, c'est très très important. Parfait. Écoutez, cher professeur, je vous remercie beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. De nombreux participants, et sincèrement, vous nous avez donné l'envie d'aller sur ces activités physiques. C'est extrêmement important, et souvent, par soi-même, on n'ose pas. Donc, je pense que c'est des professionnels de santé comme vous, engagés, et qui vont vraiment nous donner l'envie. Et puis, ça va aider, je pense, tout simplement la prise en charge de notre parcours de vie, de découvrir peut-être autre chose que et sortir un peu de notre pathologie. Donc, tout à fait. un grand merci. Un grand merci à vous et à tous les participants pour votre écoute. Voilà. Et voilà, peut-être à bientôt pour d'autres discussions. D'accord, je vais clôturer avec juste 2 informations en dard, si Ludivine veut bien les envoyer. Voilà, la prochaine webconférence, c'est un point extrêmement important qui est sur la santé buccale, et beaucoup de polyarthrites ne pensent pas du tout à surveiller ce point-là, et la conférence sera animée par Marc-Hélène Gosset. La webconférence aura lieu le 17 septembre. Et avant, il y aura une webconférence exceptionnelle, donc on vient de rajouter, et qui sera avec le professeur Philippe Gaudin. Et voilà, c'est un sujet qui passionne énormément l'ANDAR, c'est la relation entre le patient et le médecin. C'est un point complètement innovant, et que l'ANDAR travaille énormément, parce qu'il est important que le courant passe bien de façon parfaite entre ces 2 parties. Voilà, et bien écoutez, je pense qu'on va pouvoir maintenant clôturer la séance. Je remercie les participants qui étaient vraiment nombreux ce soir, qui ont posé de nombreuses questions. Et puis vous, surtout, professeur, pour avoir sacrifié ou offert une partie de votre temps pour animer cette webconférence. C'était un plaisir. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir.